Dans cette série de vidéos, je vais vous parler des lois d'accès à l'information. Donc, on va explorer comment on peut obtenir des données à l'aide des lois d'accès à l'information. Ce qu'on entend par loi d'accès à l'information, ce sont des lois qui forcent en quelque sorte les organismes publics et les gouvernements à nous donner des informations qui autrement ne seraient pas proactivement rendues publiques, ou on peut voir les choses de l'autre côté. Ce sont des lois qui nous permettent de demander des informations à des organismes publics et ceux-ci doivent nous remettre les informations ou documents demandés, à moins qu'il n'y ait une exception prévue dans la loi. Mais le résultat est le même, peu importe la façon dont on regarde cette loi-là ou ces lois-là, on peut obtenir des données, des informations et même des documents. Au Canada, il y a différentes lois d'accès à l'information. Dans cette série de vidéos, on va se baser ou se pencher sur 4 lois en particulier. Donc, au gouvernement fédéral, au gouvernement du Canada, il y a 2 lois qui touchent la protection des renseignements personnels et l'accès à l'information. On va se concentrer sur la loi sur l'accès à l'information, mais sachez que la loi sur la protection des renseignements personnels, évidemment, comme son nom l'indique, protège les renseignements personnels, mais cette loi-là vous permet également de demander à tout organisme public de nature fédérale une copie des informations que l'organisme détient à votre sujet. Des avocats de l'immigration, par exemple, vont utiliser cette loi-là pour demander les dossiers sur leurs clients. On va parler de la loi sur l'accès à l'information qui, elle, nous permet d'obtenir de l'information et des documents du gouvernement fédéral, de ses différents ministères, d'organismes de juridiction fédérale et de sociétés d'État. On va ensuite regarder les gouvernements de l'Ontario et du Québec. Il y a des lois d'accès à l'information dans toutes les provinces, mais comme ici à Ottawa, on a d'un côté l'Ontario et de l'autre le Québec, on va regarder les lois dans ces 2 provinces. L'Ontario a 2 lois différentes, la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée. Donc, ces lois sont très semblables, mais une s'applique à la province, aux sociétés d'État provinciales, à différents organismes provinciaux, tandis que la loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée s'applique aux villes et aux organismes de nature municipale. Au Québec, il y a une seule et même loi qui touche à la fois l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels, et cette loi s'applique autant au gouvernement provincial, à ses différents organismes et ministères, qu'aux municipalités et aux conseils scolaires, aux commissions scolaires ou maintenant les centres de services scolaires. Même chose en Ontario, la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée s'applique aux hôpitaux, aux universités, aux conseils scolaires, donc différents organismes, et on va en parler un petit peu plus dans les prochaines diapos. Pour les fins de cette série vidéo, on va parler de ces lois-là, à l'exception de la loi sur la protection des renseignements personnels, ce pourquoi j'ai dit qu'il y a 4 lois sur lesquelles on va se pencher. Voici quelques exemples de documents que vous pouvez obtenir à travers les lois sur l'accès à l'information. Donc, vous pourriez demander des notes de service, des rapports, des correspondances, ce qui inclut les courriels, des rapports financiers, des rapports de dépenses, des reçus, des bases de données internes, des documents multimédia tels que des films, des plans, des dessins, des photos, des enregistrements audio, etc. Donc, voici un exemple d'un reportage issu d'une demande d'accès à l'information. Remontons en décembre 2015 ou même quelques mois avant ça, j'avais fait une demande d'information auprès de Patrimoine canadien pour obtenir une copie de tous les échanges courriels entre le ministère et l'organisme Tribute to Liberty, Tribune à la liberté, je crois en français. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a ce projet de monument aux victimes du communisme qui avait été lancé sous le gouvernement conservateur et qui se voulait un partenariat entre Tribute to Liberty et le gouvernement fédéral. C'est un projet qui a connu certaines controverses, le choix notamment du site qui au début se voulait tout près de la Cour suprême, le thème même de monument aux victimes du communisme. Bref, c'est un sujet qui a fait jaser dans l'actualité.
Et mon idée avec cette demande d'accès à l'information-là, donc de tous les échanges courriels sur une période d'1 an entre l'organisme et Patrimoine canadien, qui gérait le projet, était de découvrir un petit peu la nature des échanges entre le fédéral et l'organisation. J'ai obtenu une centaine de pages de documents et dans ces documents, il y avait une ligne à un endroit qui mentionnait que le financement privé battait de l'aile. Tribute to Liberty devait amasser environ 1 million de dollars. Vous pouvez lire l'article d'ailleurs en cliquant sur le lien dans les diapos. Et l'organisme avait de la difficulté à atteindre cet objectif. Donc, je me suis penché avec une collègue de CBC sur cette question. Elle a fait l'entrevue avec l'un des dirigeants de l'organisation. Moi, j'ai fait mon propre texte. Donc, on a travaillé ensemble. J'avais fait la demande d'accès à l'information. Mais dans ce cas-là, il y a également un article équivalent du côté de CBC, puisque j'ai approché une collègue qui avait travaillé sur ce même dossier un petit peu. Puis ensemble, on a réussi à sortir cette histoire. Mais le titre « Monument aux victimes du communisme, le financement privé de bas de l'aile », ce qui nous a permis de confronter l'organisation qui ne voulait rien nous dire au début, puis qui ne nous a pas dit grand-chose non plus par la suite, aller lire le texte, ça a été quand même le fait qu'on avait des documents qui démontraient qu'il y avait des enjeux financiers. Un autre exemple, des employés d'Ottawa parcourent 500 000 km à bord de véhicules municipaux pour se rendre chez eux. C'est un reportage qui a d'abord été fait en anglais pour CBC. Ma collègue Ashley Burke avait fait une demande d'accès à l'information à la ville d'Ottawa et elle a obtenu des documents Excel, des tableurs dans lesquels on voyait les déplacements faits par des véhicules municipaux. Et là, elle s'est rendue compte que les véhicules de la ville d'Ottawa, et vous le voyez ici sur l'image, se rendaient des fois très loin d'Ottawa. Et ce qu'elle a découvert, c'est qu'il y a des employés municipaux, sur appel notamment, qui reçoivent l'autorisation de prendre un véhicule de la ville, de la flotte municipale, pour aller à la maison. Par exemple, quelqu'un du service des parcs qui habite très loin pourrait prendre une camionnette, un pick-up de la ville pour aller à la maison. Et comme ça, si cette personne-là est appelée pour aller gérer un incident dans un parc le week-end, elle peut s'y rendre directement. Normalement, dans la plupart des entreprises, si vous êtes de garde, vous allez prendre votre propre véhicule, vous rendre au garage, dans ce cas-ci au garage municipal, prendre le véhicule de la municipalité, aller au parc. Une fois que c'est terminé, vous laissez la camionnette municipale au garage et vous reprenez votre véhicule. Donc, elle s'est penchée là-dessus. Il n'y a rien d'illégal a priori, mais un demi-million de kilomètres à bord de véhicules municipaux. Je pense que c'était sur une période d'1 an. Encore là, histoire complète et détails au bas de la page. Elle s'est rendue compte que ça coûtait assez cher et elle a parlé à des gens qui disaient il faut peut-être revoir nos façons de faire. Et les documents dans ce cas-ci qu'elle a obtenus, c'était vraiment des données, alors que dans le cas du monument aux victimes du communisme, c'était une centaine de pages de courriel, mais il y avait quelques chiffres financiers là-dedans. Processus pour faire une demande d'accès à l'information. Donc, voici un aperçu de ce processus. Et là, ce n'est pas une recette magique, ce n'est pas un modèle universel, c'est l'approche que moi je préconise lorsque je fais une demande d'accès à l'information. D'abord, identifiez l'information ou les documents que vous voulez obtenir. Ça va de soi. Assurez-vous que cette information-là ou ces documents-là ne sont pas encore disponibles. Vous pouvez, par exemple, si vous voulez obtenir des documents de la Commission de la capitale nationale, qui gère certains édifices et terrains dans la région d'Ottawa-Gatineau, vous pouvez aller sur son site Internet et voir si le rapport financier n'a pas été proactivement divulgué. Il y a également des sites, et on le verra dans d'autres vidéos, qui vous permettent d'aller voir une liste des demandes d'accès à l'information déjà complétées. Donc, il y a quelques temps, on a fait un reportage à Radio-Canada sur les ronds-points à Gatineau et les accidents, le niveau de dangerosité. Et ça, c'était basé en bonne partie sur des documents que quelqu'un d'autre avait demandé, peut-être un autre média ou une firme d'ingénierie, mais bref, les documents avaient été publiés par le ministère des Transports de façon pas proactive dans ce cas-là, mais de façon subséquente à une demande d'accès à l'information. L'autre étape, identifier l'organisme qui possède l'information ou les documents que vous voulez obtenir. Trouvez ensuite la loi en vertu de laquelle vous faites votre demande d'accès à l'information. Donc, évidemment, il faut que l'organisme soit public et soumis à une loi d'accès à l'information. Lisez la loi, lisez vos droits.
Envoyez votre demande selon les règles de l'art, donc lisez les formulaires d'instruction, on va en voir tout à l'heure. Payez les frais, des fois c'est gratuit. Donc au Québec, généralement, c'est gratuit, alors qu'en Ontario et pour tout ce qui est de la loi fédérale, on doit payer 5 $. Et ça, c'est pour la demande initiale. Il peut toujours y avoir des frais de recherche, mais ça se négocie au cas par cas avec le coordonnateur à l'accès à l'information de l'organisme en question. Ensuite, faites un suivi si nécessaire. Vous devez attendre de 20 à 30 jours pour obtenir une réponse. Au Québec, c'est généralement 20 jours. Ontario, gouvernement fédéral, 30 jours. Et il peut y avoir des demandes de prolongation si votre demande est trop complexe ou jugée longue. L'organisme peut vous demander une prolongation ou en fait va vous dire on a besoin de 60 jours de plus. Il y a différentes exceptions dans les différentes lois. Vous allez ensuite obtenir l'information ou les documents ou pas. Et là, si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous jugez qu'après avoir obtenu les documents, on ne vous a pas tout donné ou que le processus a été trop long, vous pouvez faire appel. Par exemple, j'ai déjà fait une plainte auprès de la Commission d'accès à l'information du Québec et finalement, j'ai obtenu entre-temps les documents de l'organisme, donc j'ai retiré ma plainte, mais sachez qu'il y a des processus légaux pour faire des suivis puisque ce n'est pas par bonté que les organismes doivent vous donner les documents, c'est parce qu'il y a des lois qui les forcent à le faire. Je vous parlais des demandes d'accès à l'information déjà complétées. On a un exemple ici d'une page du gouvernement fédéral. Et là, on voit qu'en octobre 2020, on a toutes les entrevues ainsi que la preuve dans l'enquête. Et là, on a un code d'enquête au Commissariat à l'intégrité du secteur public du Canada. Et ce, à toute date, sachez que quand c'est des enquêtes, des choses comme ça, tout n'est pas nécessairement rendu public. Il y a des exceptions, on va les voir tout à l'heure. Ensuite, on a l'Administration canadienne de la Sûreté du transport aérien qui dit n'avoir rien à signaler pour le moment, et ainsi de suite. Donc, vous allez fouiller et des fois, vous allez peut-être trouver des histoires potentielles simplement en allant voir des demandes d'accès à l'information déjà formulées, ou encore, vous pouvez peut-être vous en inspirer et vous allez remarquer « Ah, il y a 5 ans, quelqu'un avait fait une demande là-dessus. » Je vais refaire une demande semblable pour faire un suivi 5 ans plus tard. Donc, on voit que les lois d'accès à l'information, là, ça peut être très vaste. Oui, on parle surtout de journalisme de données dans le contexte actuel, mais vous pouvez vraiment utiliser ces lois pour obtenir autant des données que des documents ou des informations.